Prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et j'accueille Sandrine Martin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes la directrice générale adjointe d'Osmaya, qui est une marque ombrelle, en quelque sorte, qui regroupe les groupes Pinson et Botanica Fusion Alliance, qui date de 2021. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Oui. Donc, Osmaya, effectivement, c'est une nouvelle marque qui a été créée en 2023, toute récemment, pour justement créer un élan collectif après l'alliance de deux grands groupes de l'espace vert en France, qui elle-même avait aussi un certain nombre de filiales. Et cette marque Osmaya est née de la rencontre, de la combinaison de deux mots assez forts qui sont osmose et Gaïa. Gaïa, c'est la planète la Terre. Terre, oui, la Terre Et originelle. donc l'idée est simple, c'est d'harmoniser, de rendre harmonieux la relation de la nature et de l'homme. Quels sont vos métiers, si on devait présenter Osmaya en quelques mots? Alors, le groupe Osmaya articule son activité autour de 3 métiers, l'entretien des espaces verts, la création d'espaces verts et une activité importante qui est le génie écologique, qui donc répond aux problématiques de compensation écologique et de transition écologique. Évidemment, on en parlera longuement de cette notion de génie écologique dans cette émission, dans ce grand entretien. Alors, c'est deux groupes, plusieurs marques, mais c'est une expérience qui est plus que centenaire, ça va même plus au-delà de ça, 120, 130 ans, c'est ça? Exactement. Pinson, paysage, est né donc il y a plus de 130 ans. Donc c'est vraiment une histoire séculaire. Et puis au fur et à mesure, le groupe grandit avec toutes les problématiques au fil du temps, toutes les problématiques environnementales qui viennent s'y greffer. Et puis aujourd'hui, c'est un groupe. Alors il y a effectivement un certain nombre de marques au sein du groupe. Osmaya est la marque ombrelle qui porte les ambitions du groupe, mais on s'attache quand même à garder le nom de chacune des entités de façon à avoir un impact très local, un ancrage territorial assez fort et garder cette proximité avec nos clients et avec les donneurs d'ordre. On va parler évidemment de ces enjeux environnementaux, de ce que Osmaya fait pour réduire son impact en la matière. Quelques chiffres: 2300 collaborateurs, un chiffre d'affaires affiché en 2024 de 265 millions d'euros et une présence dans déjà 3 pays, la France, la Suisse et les Pays-Bas. Donc sur le réchauffement, est-ce que vous avez formé vos 2300 collaborateurs à ces enjeux de réchauffement climatique? Est-ce que vous vous êtes dit il faut qu'ils passent par la fresque pour le climat, ou est-ce qu'il y a des programmes de formation? Oui, effectivement, tous nos collaborateurs sont sensibilisés. Donc, il y a un programme de formation interne de sensibilisation. On a fait effectivement la fresque de la biodiversité, notamment. Cette année, on est déjà à 1500 heures de formation et plus de 400 collaborateurs qui sont formés sur les sujets de biodiversité, même si ce n'est pas forcément leur métier premier. Mais en tout cas, tous les collaborateurs sont acculturés à ce sujet-là. Et on accompagne aussi nos clients sur la sensibilisation à la biodiversité et le monde des plus petits avec l'accompagnement des écoles. Ah d'accord, des enfants. Parce qu'on pourrait se dire que par essence, un groupe qui crée des espaces verts, il est sensibilisé à la biodiversité. Il n'y a pas besoin vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aurait pas besoin de former les collaborateurs puisqu'on crée des espaces verts. Oui, mais la biodiversité, c'est quelque chose d'extrêmement technique, c'est scientifique. Il faut vraiment observer la nature. Et puis, c'est un métier à part entière. Donc, on peut avoir de l'information, mais pour autant, c'est intéressant d'aller plus loin. Oui, et puis ça veut dire aussi qu'on peut créer des espaces verts qui sont plus ou moins engagés dans la façon dont on les gère, les administratifs. On peut être plus ou moins vertueux, j'imagine aussi. Exactement, il y a des espaces verts qu'il faut entretenir. L'entretien est aussi important que l'espace créé, puisque c'est grâce à l'entretien, la durabilité de cet entretien, qu'on obtient des espaces verts qui soient des lieux de vie tout au long d'une longue période. Est-ce que déjà, alors il y a plusieurs questions, il y a la question par exemple des intrants, des produits chimiques. Je voudrais commencer par le choix des essences, de ce qu'on plante dans ces espaces verts. Est-ce que, à quel point il est important, et est-ce que vous avez évolué justement en tenant compte de ces enjeux de biodiversité? En tenant compte des enjeux de biodiversité et aussi d'adaptation climatique. De réchauffement, effectivement, le choix des végétaux est important, avec une préférence pour les végétaux locaux, avec des végétaux qui s'adaptent
convenablement. Et puis également l'adaptation et le référencement de l'état du sol, du terrain, de l'exposition, etc., pour pouvoir adapter au mieux et que ça soit durable, encore une fois, dans le temps. Ouais. Et alors, sur les intrants, sur les produits chimiques, est-ce qu'on peut réduire, et est-ce que vous avez un programme de réduction d'utilisation de ces produits chimiques dans les espaces verts? L'idée, c'est de faire le plus naturel possible. Ouais. Hein, mais est-ce que c'est toujours possible, justement? Il y a des techniques qui le permettent. Ouais. Il faut absolument les réduire, voire ne pas du tout s'en servir. Et puis, trouver des techniques de lutte biologique intégrée, par exemple, où on intègre des prédateurs pour venir à bout de certains insectes qui peuvent en nuire. C'est une demande de vos clients de plus en plus importante, ça? C'est une demande des clients, c'est aussi un conseil que l'on se doit, nous, en étant des professionnels du métier, de proposer des solutions paysagères qui soient adaptées. Ouais. Est-ce que, alors on a parlé des essences, on a parlé des intrants, l'eau, l'usage de l'eau, parce que par définition, c'est assez consommateur en eau, j'imagine, un espace vert. Donc, comment vous avez là aussi réfléchi et agi pour réduire votre impact? Alors, l'eau d'arrosage est quelque chose qui peut se maîtriser avec une gestion technique, une gestion centralisée de l'arrosage automatique, où on adapte les besoins en eau en fonction des besoins de la plante. On gère aussi et on surveille les fuites, puisque un certain nombre d'eau perdue vient de ces fuites enterrées et pas gérées. Et puis, encore une fois, l'adaptation du végétal en fonction du climat, de façon à pouvoir réduire au maximum l'eau d'arrosage. Est-ce qu'on est... Oui, allez-y. Mais il est nécessaire, l'eau d'arrosage. C'est-à-dire qu'arroser est nécessaire pour faire grandir les plantes aussi et pour les faire vivre. Ça, sans doute, il y a un seuil minimum, mais avec un certain nombre d'options. La France a longtemps été très en retard en matière de réutilisation des eaux grises, etc. Est-ce que vous voyez les progrès ou est-ce que c'est encore difficile de faire changer les mentalités là-dessus? Est-ce qu'on continue d'arroser avec de l'eau potable, quoi? Oui. En France, oui. En France, oui. Ce qui n'est pas logique. C'est pas logique, non. Mais il y a tout un... En fait, il faudrait considérer les espaces verts comme une infrastructure à part entière, comme les routes, comme les réseaux d'eau, comme toutes ces infrastructures, et se dire que c'est une infrastructure qui bâtit les paysages de demain, les paysages durables de demain, et le considérer de la même façon. Donc, avec des intrants qui doivent être adaptés aussi, avec de l'eau... peut-être pas potable, de l'eau recyclée. Mais ça veut dire que si une ville veut le faire, il faut qu'elle adapte ses infrastructures, c'est ce que je comprends en fait. Qu'elle les adapte, oui. Qu'elle trouve des solutions pour que ça puisse être possible. Ouais, effectivement. Donc là, il y a une marge de progression qui est encore importante. Une citation, on aime bien s'appuyer sur une citation dans ce grand entretien. Vous dites « Le métier de paysagiste est un métier qui a du sens, de l'avenir et qui n'est pas remplaçable ». En lisant ça, je me suis dit « Tiens, voilà un métier qui n'est pas concerné par la révolution de l'intelligence artificielle ». C'est vrai ou pas? Sur le métier en tant que tel, effectivement. On fait rentrer de l'intelligence artificielle, comme dans tous les métiers, avec de l'innovation, de la technicité, des choses qui vont beaucoup plus vite, parce qu'on se fait aider, accompagner par cette intelligence artificielle. Mais le jardinier, il n'est pas remplaçable. Le jardinier, c'est le maître de l'art, c'est celui qui va investir le terrain, qui va observer la nature et qui va pouvoir la faire grandir. Donc, c'est un métier qui a du sens, c'est un métier qui continuera d'évoluer, et puis c'est surtout un métier d'avenir, puisque avec la transition écologique, l'adaptation climatique, ce sont des métiers qui peuvent... vraiment, on peut faire carrière dans le paysage. Ouais. Ça veut dire que vous imaginez pas des robots jardiniers? Ça fait pas partie des pistes dans toute grande entreprise. On travaille sur l'innovation, on essaye de se projeter vers l'avenir. Ça fait pas partie de vos pistes? Des robots jardiniers. Il y a quelques solutions, évidemment, sur des choses qui sont très simples, comme des surfaces très planes, où on peut introduire des robots tondeuses, évidemment. Mais c'est quand même difficile d'aller faire de beaux jardins avec des tailles très ornementales et très jolies. Sans la main de l'homme. Voilà, rassurez. Vous parlez de génie écologique, on l'a évoqué tout à l'heure. Déjà, de quoi on parle? C'est quoi le génie écologique? Le génie écologique, c'est ce qui va permettre d'adapter le site et de réintroduire la biodiversité, donc la faune, la flore, sur un site qui est
soit un site qu'on va rénover parce que c'est un site qui est pollué, soit un site qu'il faut réadapter, soit un site qui a évolué en fonction des évolutions climatiques ou de l'urbanisme, par exemple. Vous pouvez prendre, je sais pas, un exemple récent de projet d'espace vert que vous avez créé, peut-être justement à partir d'un site dont c'était pas l'usage et qui est devenu un espace vert dans une ville. Alors moi j'ai un exemple en tête à Paris, mais qui est peut-être pas sur lequel vous travaillez pas forcément. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'était un parking, ça devient un espace vert. Oui, alors ça, on l'a pas très loin d'ici, avec quelques forêts urbaines aussi qui sont créées. Mais on a aussi un très beau site sur lequel on a travaillé, qu'on continue de travailler. C'est un site au sud de Paris qui s'appelle la Bassée, sur lequel il y a une opération de génie écologique et de compensation écologique, qui est un site qui est aménagé pour pouvoir faire face aux crues de la Seine. Donc, il y a tout un aménagement qui fait 2300 hectares. Le projet global fait 2300 hectares. La première phase, qui est une phase projet, fait 360 hectares avec une digue qui fait 8 km autour et qui va permettre de stocker l'eau des crues de la Seine en cas d'inondation pour protéger Paris. Très intéressant. Alors, le principe de cette émission, c'est que l'invité du grand entretien pose une question à l'invité de la semaine suivante. La semaine dernière, c'était Mathieu Hetzer, le président du Centre des jeunes dirigeants qui était à votre place. Voici sa question. Bonjour Sandrine, une petite question pour vous. Comment vous voyez les choses chez Osmaya pour réconcilier l'économie et la biodiversité ? Alors, elle est très vaste, cette question, mais derrière ça, j'entends souvent, parce que ça fait partie des thèmes récurrents, que les investissements qu'on fait en matière de biodiversité ou de réduction de son impact ne sont pas forcément des vecteurs de croissance. Comment vous percevez cette question-là ? La difficile alliance entre l'investissement et le retour sur investissement. C'est ça. Aujourd'hui, toutes les entreprises, tous les grands donneurs d'ordre sont obligés d'intégrer des analyses d'impact et de risques environnementaux, sociétaux, etc. Donc, tout le monde doit faire attention à son impact, notamment sur la biodiversité. Lier l'économie à la biodiversité, je crois que c'est tout simplement une question aussi de durabilité. C'est que tous les acteurs économiques doivent prendre en considération la nature, l'impact environnemental de leur activité et la biodiversité. C'est un excellent... Alors la biodiversité, c'est la faune, la flore, mais ça peut être aussi beaucoup plus large. C'est un excellent moyen aussi, canal de communication dans les entreprises, de parler de biodiversité, de parler de végétalisation, des parkings, des zones de pause, etc., pour justement amener du lien social. Donc derrière biodiversité, il y a tout un enchaînement de sujets qui peuvent être des sujets transverses à mener dans une entreprise et qui amènent forcément un retour sur investissement ou en tout cas une valeur importante pour l'entreprise. Et alors, ça nous amène à un sujet qui concerne pas seulement Osmaya, qui est beaucoup plus vaste. C'est évidemment le sujet du bilan extra-financier, de la CSRD, avec un projet de simplification des règles au niveau européen. Alors, c'est vrai qu'on a reçu, nous, ici, beaucoup de chefs d'entreprise qui nous disaient c'est bien, mais c'est trop compliqué, 800 pages, on n'y arrive pas, etc. Bon, moi, je peux entendre l'argument de la nécessaire simplification, sauf que là, on a un peu le sentiment que la simplification, c'est surtout devenu une réduction de l'ambition. Comment vous le ressentez, ça ? Oui, effectivement, ce ralentissement, c'est quelque part les entreprises qui n'avaient pas encore engagé la démarche se sentent rassurées parce qu'elles se disent je vais le reporter plus tard. En revanche, pour toutes les entreprises qui étaient déjà dans le processus de CSRD ou de VSME pour parler avec les nouveaux termes, elles se sentent de toute façon en marche pour aller jusqu'au bout et tenir leur ambition. Est-ce que c'était votre cas ? C'est notre cas. Ouais. Donc vous avez rempli votre premier bilan CSRD, vous l'avez déjà fait ? Oui, on sera éligible en 2028, mais effectivement, on a déjà un rapport RSE. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette CSRD, comme toutes les démarches extra-financières, permettent des vrais leviers de transformation dans les entreprises, des vrais leviers de structuration, d'organisation, et de mettre des sujets, encore une fois, en transverse, qui aident à faire grandir l'entreprise. Oui.
Et puis dans la CSRD, il y a quand même une notion qui est hyper importante, c'est qu'on fait entrer la biodiversité, on fait entrer la nature dans les comptes, on fait entrer les enjeux environnementaux. Donc ça permet aussi aux entreprises de s'engager davantage sur ces sujets-là. Et de se comparer. Est-ce que vous le voyez aussi comme un outil de benchmarking, de comparaison avec vos concurrents ou vis-à-vis de vos clients potentiels, par exemple? Je crois qu'il ne faut pas se comparer. Il faut pas l'utiliser comme ça, non? Non, il faut l'utiliser comme un moyen d'action interne et externe, comme un moyen d'embarquer toutes les parties prenantes de l'entreprise dans cette démarche globale, complètement holistique, pour justement faire avancer ces sujets environnementaux, mais aussi sociaux, sociétaux, climatiques et tout ce qui s'ensuit. Oui, on va parler de sujets sociétaux dans un instant, mais est-ce que vous le trouviez trop compliqué, la structure telle qu'elle était proposée de ce bilan extra-financier? Le nombre de données à récolter était vraiment, effectivement, assez lourd. Le faire par étapes est essentiel. Il faut prendre des grands sujets, des grands enjeux, après avoir fait l'analyse de double matérialité, bien identifier les priorités pour l'entreprise, parce qu'avant tout, ça doit servir à l'entreprise. Il ne s'agit pas de faire un rapport pour diffuser un rapport, qui probablement n'est pas toujours lu jusqu'à la fin, mais vraiment de s'en servir pour faire avancer les sujets et structurer les sujets en interne. Ça veut dire un point d'étape, d'une certaine façon. On en est là et voilà vers où on veut aller. C'est comme ça. Oui. Établir une chronologie, identifier peut-être en interne des comités de pilotage. C'est ce que l'on a mis en place chez Osmaya, des comités de pilotage sur la CSRD, des comités de pilotage sur le carbone, l'empreinte carbone, d'autres sur les achats responsables, pour justement faire avancer pas à pas ces sujets-là et bien les intégrer, que ça soit solide dans la politique générale de l'entreprise. Quand on parle d'enjeux environnementaux, effectivement d'objectifs qu'une entreprise peut se donner, il y a toujours la question de savoir si on se base sur la science ou pas. C'est encore un degré d'exigence supplémentaire. Dans un métier comme le vôtre, vous vous entourez forcément de scientifiques, de spécialistes pour définir justement des objectifs? Oui, alors en interne, on a des équipes très techniques, très expertes sur certains sujets, et puis sur d'autres, on s'allie effectivement avec d'autres experts et d'autres scientifiques. Par exemple des écologues, des bureaux d'études, des écologues, des scientifiques, des gens qui vont amener du savoir pour pouvoir trouver la meilleure solution paysagère pour le client. Est-ce qu'on conçoit un nouvel espace vert très différemment aujourd'hui d'il y a 15 ans, 20 ans? Ou est-ce que finalement, ça reste quand même les bases restent un peu les mêmes? Oui, mais la finalité est différente. La finalité est différente. Aujourd'hui, on a un sujet déjà de revégétaliser les villes, les cours d'école. C'est le cas, par exemple, à Paris, avec ce grand projet des cours oasis dans les écoles où on déminéralise les cours pour réinstaller la végétation et mettre des arbres. Il y a une finalité climatique, de réussir à diminuer la température, notamment en cas de forte chaleur. Et puis, il y a un enjeu aussi de lien social, de faire en sorte que ces parcs, ces jardins soient vraiment un lieu de rencontre, un lieu de sport, un lieu de jeu, pour vraiment remettre du lien social. Alors, peut-être que c'est ça qui change par rapport à il y a 20 ans. Le lien social est un peu différent aujourd'hui. Vous parliez des écoles, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une logique aussi de pédagogie, donc un programme à destination des enfants, c'est ça? Oui, tout à fait. On emmène sur une de nos pépinières, on emmène des enfants pour découvrir effectivement comment la nature évolue, leur faire découvrir les insectes, les animaux, tout ce qui fait vivre la faune et la flore, pour qu'ils aient un regard émerveillés, pour que la nature les émerveille et qu'ils aient envie à leur tour ensuite de la défendre, et que ce soit des vecteurs d'évolution vis-à-vis des parents ou des grands-parents. Ensuite, il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est celui de la santé mentale. On va prendre le temps de s'y arrêter pendant plusieurs minutes, Sandrine Martin. Pourquoi déjà, il y a les semaines d'information sur la santé mentale qui viennent tout juste de s'achever. Déjà, pourquoi vous vouliez en parler? Moi, spontanément, j'aurais peut-être pas pensé à vous poser des questions sur la santé mentale.
Je suis convaincue qu'un espace vert, mais ne serait-ce qu'une petite fleur sur un balcon, permet d'enjoliver la journée. Aujourd'hui, il est vraiment démontré, il y a une étude, c'est Marc-André Sellos qui en faisait mention il y a quelque temps, il y a une étude qui a été faite auprès de plus de 2 millions d'habitants au Pays de Galles, qui montre que à partir du moment où un habitant est à plus de 360 mètres d'un espace vert, c'est-à-dire qu'il ne voit pas d'espace vert, sa santé mentale, ou en tout cas le risque de dépression, augmente de 5%. Donc il y a un sujet entre la sérénité qui peut apporter un espace vert, la vue d'un arbre, toute cette nature qui amène quelque chose de frais, et le bien-être de l'habitant, du citoyen. On le voit également sur les écoles. Une autre étude a été réalisée à Barcelone en montrant que si les enfants jouent dans une cour végétalisée, la concentration de l'enfant peut augmenter de 20 à 65%. Donc c'est vraiment important de se dire qu'on ne peut pas se séparer en fait de la nature. Quand on dit Osmaya, c'est l'harmonie, c'est de remettre l'harmonie entre la nature et l'être humain. C'est vraiment ça, c'est de refaire cette combinaison complète que la nature est essentielle. Est-ce que c'est un discours, une prise de conscience qui existe aussi chez les entrepreneurs, dans les entreprises? C'est-à-dire mettez des plantes, mettez de l'espace vert chez vous. Effectivement. Ça commence Ça commence dans les sièges sociaux, par exemple, dans les grands espaces. Il y a de plus en plus, déjà, il y a les salariés eux-mêmes le demandent, d'avoir des cafétérias qui soient un peu plus végétalisées. Et puis, il y a aussi le sujet d'impact environnemental, c'est-à-dire qu'autour d'une entreprise, d'une usine, les parkings doivent être... pour la plupart avec un sol perméable. Il faut réintroduire des haies. Voilà, ça fait partie aussi de leurs engagements environnementaux que de faire en sorte qu'il y ait un équilibre de nature et biodiversité. Est-ce que vous avez beaucoup de clients privés, ou est-ce que c'est essentiellement les collectivités locales quand même qui sont vos interlocuteurs, on va dire, naturels? On a des collectivités, des grands comptes également, des entreprises, des grandes entreprises. Qui vous demandent de créer des espaces verts? Des entreprises qui nous demandent de créer des espaces verts, effectivement, et puis surtout de les entretenir ensuite, pour qu'ils soient durables dans le temps et praticables. Des gestionnaires de sites, de parcs immobiliers, où il faut réintroduire aussi la nature, ou en tout cas préserver le parc arboré qui existe. Puis des clients plus particuliers, de prestige, qui ont un patrimoine arboré et végétal et qui veulent le préserver. Des exemples de sites comme ça, un peu prestigieux, sur lesquels vous intervenez? Oui, on a le château de Versailles, par exemple. C'est pas mal comme site prestigieux. Voilà, Donc, c'est gigantesque, le parc du château de Versailles, je le connais bien. C'est par projet, c'est par zone, etc. Mais ça amène aussi... ça permet de montrer que dans le métier du paysage, dans le secteur du paysage, il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont différents, complémentaires mais différents. On ne va pas agir de la même façon sur un site comme le château de Versailles, de la même façon que sur un site d'une forêt urbaine, par exemple, ou d'une cour d'école, ou d'un site à dépolluer sur une usine. Vous vous définissez comme une entreprise agile, qui privilégie l'intelligence collective. Ça veut dire quoi concrètement? Je trouve ça très joli comme engagement, mais qu'est-ce que ça signifie? Oui, effectivement, ça fait partie d'une de nos valeurs, l'agilité. On a conservé, en France, on a 70 sites d'exploitation, ce qui nous permet d'avoir un ancrage territorial très très fort, d'être en proximité avec nos clients, d'avoir gardé et conservé nos marques en local pour ne pas créer l'écart. Et cette agilité permet à la fois de répondre rapidement à nos clients, mais le fait de faire partie d'un grand groupe permet aussi d'intégrer les bonnes pratiques de d'autres structures. Quand ça marche quelque part, on peut l'intégrer ailleurs. D'accord. Si ça a fonctionné sur un site, il y a un partage d'expérience qui se crée en interne, et donc les bonnes pratiques sont appliquées ensuite sur d'autres choses. Mais on est quand même dans une organisation avec de la verticalité, forcément.
Oui, comme dans les grands groupes, parce qu'il faut des services supports, mais il y a énormément d'autonomie dans les régions, il y a de l'autonomie aussi au sein des structures plus locales. Le tout, c'est l'échange, et c'est pour ça qu'on parle d'échange collectif. C'est l'échange qui va se créer. Je vous parlais tout à l'heure de comité de pilotage qui permet justement de casser ces silos de hiérarchie et de pouvoir discuter et envisager des plans d'action sur des sujets très concrets avec des personnes les plus passionnées du groupe. Donc, ça permet d'avoir cette ambition et cet engouement pour faire évoluer les choses au sein du groupe. Merci beaucoup, Sandrine Martin, d'être venue nous présenter et partager avec nous les enjeux environnementaux et sociétaux du groupe Osmaya. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, on passe tout de suite à notre rubrique Startup.